Bonjour Claudine, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre intervention? Bonjour Karima, je suis Claudine Monteil, conseillère à la Commission nationale française pour l'UNESCO, ancienne diplomate de carrière et l'une des jeunes femmes très actives, amie de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi, car j'ai plus de 50 ans d'engagement pour les droits des femmes et je suis ainsi également autrice d'une dizaine d'ouvrages, une biographie sur Marie Curie et ses filles, l'autre sur Ève Curie, la fille cadette qui a été une grande résistante. Et enfin, je voudrais vous raconter aujourd'hui comment nous avons réussi à changer le monde tout de suite dans les années 70. Alors voilà, dans les années 70, il faut quand même le dire, nous sommes juste après 1968. Il faut et ses qualités, je suis consciente du pour et du contre, et je ne me permettrai pas de le juger à l'instant. Cependant, il y a eu dans mai 68 une volonté de changer la vie tout de suite précisément. Or, après mai 68, les groupes étudiants étaient tous dirigés par des jeunes hommes qui n'avaient parfois pas notre expérience, même souvent pas du tout. Pour ma part, j'avais passé ma jeunesse entre la France, les États-Unis et l'Union soviétique en pleine guerre froide, c'est-à-dire que j'avais notion de ce qu'étaient des régimes politiques différents. Eh bien, ces jeunes hommes ne nous autorisaient pas à parler. La seule chose qu'ils nous autorisaient à faire, c'était de nous taire. C'est ainsi que, excédés, nous avons quitté les groupes étudiants après 68 pour fonder ce que vous connaissez de nom, le mouvement de libération des femmes. Et là, notre objectif n'était pas de faire des simples réunions, notre objectif était vraiment de changer la vie, de changer le monde tel qu'il était en France et de le changer tout de suite. Et l'urgence, ce qui nous a semblé véritablement l'urgence, c'était la question de la contraception et de l'avortement. Alors pourquoi je dis contraception? Parce que je suis de la première génération de la pilule, mais que les femmes ayant 20 ans à ce moment-là, les femmes des mouvements féministes qui étaient plus âgées, elles n'avaient pas eu accès à la pilule. Elles avaient toutes eu des avortements dans des conditions clandestines, effroyables, et comme l'a écrit Simone de Beauvoir, eh bien, il y avait plusieurs centaines de milliers d'avortements clandestins par an en France, laissant les femmes dans des conditions effroyables, dans des conditions physiques souvent effroyables. C'est donc pour nous l'urgence, c'était l'avortement. Alors, que faire? Eh bien, Simone de Beauvoir a été inspirée par l'histoire très simplement, l'histoire de France, c'est-à-dire que les manifestes pouvaient parfois créer un véritable scandale et ainsi obliger la société française, obliger l'opinion publique à en parler. Parce que ne l'oublions pas, cela peut paraître incroyable aujourd'hui, mais le mot avortement était le mot le plus tabou de la société française. On ne le prononçait jamais, on le chuchotait au mieux. Et on n'avait qu'une seule peur, c'est que le voisin, les gens les collègues devinent que vous alliez avoir un avortement. C'était l'angoisse générale. Et une des femmes ouvrières, l'écrivaine Claire Etcherelli, qui a eu un prix littéraire en le racontant, me disait elle-même à l'époque que les femmes ouvrières ne parlaient que de ça dans les pauses, est-ce que tu es enceinte, où est-ce qu'il faut aller, etc. C'était des conditions de vie terribles. Donc, Simone de Beauvoir, avec une journaliste du Nouvel Observateur, qui a joué un très grand rôle, a eu l'idée du manifeste des 343. Des 343 femmes ayant le courage de déclarer « j'ai avorté ». Eh bien, nous nous sommes retrouvés donc, j'avais eu l'occasion, moi, de militer avec Jean-Paul Sartre et des femmes ouvrières entre 1968 et 1970, c'est-à-dire dans les groupes d'étudiants post-68, et Jean-Paul Sartre avait parlé de moi à Simone de Beauvoir, ce qui fait que je me retrouve tous les dimanches après-midi dans un petit groupe, nous étions à peine une dizaine, chez Simone de Beauvoir tous les dimanches après-midi pour fixer la stratégie à adopter pour obliger la société française à considérer le côté inhumain de cette loi et le fait que des femmes étaient blessées, amputées à vie et souvent risquaient le pire. C'était très extraordinaire, j'avais 20 ans, dites-vous bien, j'avais 20 ans, Simone de Beauvoir, que vous avez peut-être oublié vous en ce moment, mais Simone de Beauvoir était l'une des femmes les plus célèbres
au monde. À l'époque, elle était véritablement une star, non seulement du féminisme, mais de la littérature et de toutes les femmes. Elle était une inspiration pour toutes les femmes. Et Simone de Beauvoir, donc, m'accueille, moi, la jeune fille de 20 ans, alors qu'il y avait à côté, et je me retrouve assise juste à côté de Gisèle Halimi, qui était plus âgée que moi, mais qui était elle aussi une très belle femme, qui avait milité pour l'indépendance de l'Algérie avec Simone de Beauvoir, contre la guerre du Vietnam avec Simone de Beauvoir. Donc, vous voyez, il y avait ces femmes qui avaient déjà un passé entre elles, et il y avait l'actrice Delphine Seyrig et quelques autres femmes. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, et je vous le raconte pour vous encourager, pour que cela vous inspire. Eh bien, j'étais venue pour voir la star, pour voir cette femme que j'idolâtrais, qui était Simone de Beauvoir. Et en réalité, elle s'est tournée vers moi, et elle m'a dit, et vous, Claudine, que pensez-vous comme stratégie? Qu'est-ce que nous allons faire pour ce manifeste? 20 ans, elle en avait 62, et voilà qu'il fallait répondre du tac au tac. Car Simone de Beauvoir parlait à toute allure, réfléchissait à toute allure, mais elle respectait tout le monde. Y compris de la petite jeune femme inconnue que j'étais, elle demandait toujours l'avis. Seulement, il y avait une condition. Il fallait répondre aussi vite qu'elle, parce que sinon, vous ne l'intéressiez plus. Par contre, à côté de Simone de Beauvoir, qui avait 20 ans de plus que Gisèle Halimi et 40 ans de plus que moi, eh bien, Gisèle Halimi était calme, elle était posée, mais le discours était aussi ferme que celui de Simone de Beauvoir. Et je dois vous dire que j'ai signé le manifeste des 343, je suis l'une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune, je l'ai signé en toute confiance, parce qu'il y avait une telle aura, un tel courage physique. Toutes les deux ont été menacées de mort. Toutes les deux ont dû quitter leurs appartements pour se réfugier pendant toutes les questions de la crise de la guerre d'Algérie. Donc, je veux dire, ce sont des grandes dames que j'avais face à moi. J'avais confiance. Alors, la stratégie qui s'est suivie, c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas que le nom de femmes célèbres. Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Agnès Varda et Delphine Seyrig, n'oublions pas Agnès Varda aussi, et Delphine Seyrig, se sont partagées les actrices de cinéma. Vous savez, signer le manifeste pour une jeune femme actrice de cinéma, cela voulait dire risquer de ne plus jamais tourner un film et d'avoir sa carrière brisée. Eh bien, les jeunes femmes de cinéma, les jeunes actrices, se sont soutenues entre elles parce qu'elles avaient toutes eu des avortements clandestins. Et elles ont voulu montrer ce que c'était. En même temps, le journal Le Nouvel Observateur, qui a publié le manifeste, qui a fait un tel scandale le 5 avril 1971, le journal Le Nouvel Observateur envisageait qu'il n'y ait que des femmes célèbres. C'est grâce à Simone de Beauvoir et au MLF que nous, femmes inconnues, avons eu nos noms dans le manifeste. Parce que Simone de Beauvoir voulait montrer que cela concernait toutes les femmes. Et elle le savait très bien pour avoir écrit Le deuxième sexe, sur lequel elle a fait quand même des enquêtes sociologiques pendant des années. Elle n'a pas écrit Le deuxième sexe, 800 pages en 2 minutes. Le livre qui est traduit en 50 langues et qui est encore une référence mondiale. Eh bien, Simone de Beauvoir nous expliquait toujours que plus les femmes sont de conditions modestes et plus elles ont des avortements dans des conditions épouvantables. Donc, elle voulait que nous soyons également dans le livre. Je veux juste vous raconter une anecdote amusante et puis après, je vous raconte tout de suite le scandale du manifeste. Mais une petite anecdote amusante pour vous montrer la personnalité de Simone de Beauvoir. Elle a téléphoné à toutes ses copines et elle leur a dit très simplement: bon, bien sûr, je rajoute ton nom sur le petit manifeste que nous allons faire. C'est un petit manifeste, tu sais, sur l'avortement, c'est rien. Mais on a besoin de noms, c'est important. Bon, alors, je voulais te dire, je rajoute ton nom. Tu es d'accord, bien sûr. Et bien sûr, aucune femme n'a osé dire non à Simone de Beauvoir, à la grande Simone de Beauvoir, qui était une personnalité charismatique à l'époque, enfin, je veux dire, très, très connue, quoi. Donc, c'est ainsi que nous avons eu quelques amis qui ont eu ensuite des problèmes avec leur mari en disant, enfin, écoute, vis-à-vis de mes collègues, ils vont dire que tu as eu des avortements clandestins. Ah ben, c'est Simone qui a voulu que je signe, donc j'ai signé. Enfin, je vous raconte l'anecdote parce que maintenant, on peut en rire, mais à l'époque, c'était pas ça. Donc, le 5 avril 1971, nous avons célébré le 50e anniversaire de la publication du manifeste ce mois d'avril, où j'ai été sollicitée dans les médias pour raconter et pour témoigner. Alors, je tiens à vous dire que je dis partout dans mes témoignages, non, ce n'est pas le manifeste des 343 salopes, comme on l'écrit. Non.
la couverture du Nouvel Obs, c'est la liste des 343 femmes qui ont eu le courage de déclarer « j'ai avorté », de signer « j'ai avorté ». Nous risquions d'avoir nos carrières brisées, ce qui a été le cas pour nombre de femmes. Mais c'est Charlie Hebdo qui a fait une couverture humoristique la semaine d'après, en parlant de ces salopes. Et du coup, maintenant, même des jeunes femmes me disent, dans des endroits universitaires très classiques, « alors vous êtes l'une des 343 salopes ». Non, ne dites jamais cela. Parce que quand vous dites cela, vous nous rabaissez. Et quand vous nous rabaissez, vous vous rabaissez vous-même et vous rabaissez toutes les femmes. Nous sommes des femmes de courage, nous sommes des femmes d'honneur, vous nous appelez comme vous voulez, mais pas par cette formulation. Je vous le dis, parce que ça n'est pas correct. Donc, tout cela pour vous raconter que le 5 avril 1971, c'est un scandale sans nom. Le mot avortement, que personne ne prononçait, que les personnes ne faisaient que chuchoter brusquement, est partout sur les ondes. Brusquement, les journaux, les plus grands journaux, y compris conservateurs, sont obligés d'en parler, de reproduire le manifeste et la liste du manifeste. Pour ce qui me concerne, ma famille universitaire très tolérante s'est effondrée. Mon père et ma mère ont été effondrés. J'avais 21 ans quand il est paru et ils se sont dit que je voulais devenir diplomate et femme de lettres et que je ne pourrais plus faire ni l'un ni l'autre parce que j'allais avoir besoin d'avoir accès à la fonction publique et que la fonction publique me serait interdite suite à cette signature. En réalité, la pugnacité de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi a balayé tout ça. Mais, sur le plan privé, des femmes plus âgées ont tout perdu. Certaines, leurs familles ne leur ont plus jamais adressé la parole. Certaines ont perdu leur emploi. D'autres ont été dénigrées. Et je vais vous surprendre, mais je tiens à vous le dire. Vous comprenez qu'il faut se battre et continuer. Eh bien, ça fait 50 ans que j'ai signé le manifeste. Et à cause des réseaux sociaux, maintenant, il y a des hommes et des femmes qui ne savaient pas que je l'avais signé, qui l'apprennent, qui l'ont appris et qui ne m'adressent plus la parole et qui traversent la rue quand ils me voient sur un trottoir. On en est encore là, un demi-siècle plus tard, pour le manifeste des 343. Mais ce que je veux vous encourager, c'est vous dire que si Simone de Beauvoir m'a fait confiance, si Simone de Beauvoir a discuté, dialogué avec moi, nous avons été amis pendant 16 ans, sa sœur ensuite habitait chez moi quand elle venait à Paris, eh bien, cela veut dire que vous respirez l'air de Simone de Beauvoir et que d'autre part, n'hésitez pas à encourager les jeunes. Parce que les jeunes sont une richesse et ils vont vieillir et elles vont vieillir et elles ont des idées que vous n'aurez pas forcément. Et surtout, dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour agir pour les droits des femmes. Ça, c'est le premier point. Une fois que nous avions réalisé ce scandale, ce choc, qui a obligé la société française à prendre en compte la question de l'avortement clandestin, nous ne pouvions pas rester ainsi sur cette réussite parce que pour autant, les autorités françaises ne voulaient rien changer, ne voulaient pas en entendre parler. Alors, il nous fallait procéder à des actions. Nous avons procédé à plusieurs actions que je n'ai pas le temps de vous les raconter en détail. Je voudrais donc simplement vous raconter le procès de Bobigny, qui est très connu, le procès de Marie-Claire avec Gisèle Halimi, et que nous avons préparé pendant des mois chez Simone de Beauvoir, le dimanche après-midi. Et pourquoi? Eh bien, très simplement parce que Gisèle Halimi a été approchée par la mère de la jeune Marie-Claire qui avait eu l'avortement clandestin, qui était mineure. N'oublions pas que la majorité, c'est à 21 ans à l'époque, hein, donc c'est important. La mère de Marie-Claire est une femme extraordinaire, je ne sais pas si elle est encore en vie, mais je la salue, parce que c'est une dame qui a élevé seule 3 enfants en ayant un petit emploi et un petit salaire à la RATP. À l'époque, c'est très, très dur, donc les conditions de vie sont très modestes. Et quand sa fille ne veut pas garder l'enfant, elle trouve une amie, une femme qui fait ça dans des conditions difficiles dans l'appartement. Et à ce moment-là, le garçon qui avait mis enceinte Marie-Claire, la jeune Marie-Claire, revient vers elle, il veut la revoir, il s'était quitté en mauvais termes, et elle lui dit « Non, je ne veux plus te voir ». Alors le jeune garçon, pour se venger,
traverse la rue et va au commissariat de police et dénonce Marie-Claire pour avoir eu un avortement clandestin et dénonce sa mère pour avoir été complice, etc. Et comme Marie-Claire et sa mère est de milieu défavorisé, la police n'a pas peur. La police y va et arrête tout ce petit monde. C'est-à-dire brise la vie de ces femmes qui vivent dans des conditions déjà précaires. Et la mère de Marie-Claire, une fois qu'elle est relâchée, avant d'être jugée, elle va traverser Paris toute seule, elle va se débrouiller pour trouver un endroit où croiser Gisèle Halimi, ce qui n'est pas évident. Elle va y arriver et elle appelle à l'aide Gisèle Halimi, qui nous en parle immédiatement le dimanche suivant. Alors notre sang n'a fait qu'un tour, vous imaginez, on a trouvé ça tellement scandaleux, parce qu'il faut vous dire, puisque cela concerne la justice aussi, eh bien, il faut vous dire qu'à l'époque, les juges étaient en immense majorité des hommes. Et que là, nous allions donc juger des pauvres femmes. Je dis des pauvres femmes parce que c'était vraiment des femmes perdues qui, pour un avortement clandestin, pour des histoires d'utérus, de femmes enceintes, de règles, c'est-à-dire des sujets, pardonnez-moi, que ces messieurs, qui ne concernaient pas ces messieurs directement. Donc, Gisèle Halimi a eu la très bonne idée de prévoir des personnalités célèbres, des prix Nobel, des hommes aussi, pour témoigner, pour défendre ces femmes. Mais c'est gentil, tout cela était prévu. Simone de Beauvoir devait intervenir en dernier, et ça a été une intervention époustouflante, que je vous raconterai juste à la fin. Mais c'est pour vous dire que néanmoins, si Gisèle Halimi a fait un travail extraordinaire, Simone de Beauvoir de son côté, nous avons préparé des manifestations, etc. Pour autant, on n'en parlait pas dans la société française. Ça ne faisait pas le buzz, comme on dit. Ça n'était pas. N'oubliez pas qu'il n'y a pas les réseaux sociaux. Donc, nous sommes entièrement dépendants des médias. Alors, je commençais, pour ma part, à m'inquiéter du fait que finalement, on n'allait pas tellement parler de ce procès. Et puis, nous avons décidé, pour en parler, pour qu'on en parle, de faire une manifestation à 18h30, place de l'Opéra, pour défendre Marie-Claire, pour défendre sa mère et pour défendre la pauvre femme qui avait pratiqué l'avortement. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument imprévu. Vous savez, 18h30, place de l'Opéra, pour celles et ceux qui n'habitent pas Paris, c'est quand même un nœud dans Paris où il y a beaucoup d'embouteillages à cette heure-là. C'était pour cela que nous voulions le faire à cette heure-là. C'était aussi parce que nombre d'entre nous travaillions, et puis d'autre part parce qu'on était sûr qu'on allait bloquer Paris. Alors, on se met sur l'esplanade qui est juste devant l'Opéra, et on arrive avec les enfants, des bébés, des poussettes, des ballons, comme les manifestations que nous faisions féministes, qui étaient en fait des manifestations très bon enfant, et des banderoles, et nous protestons et nous lançons un scandale, et puis tout se passe correctement, très bien, très gentiment, vous savez, nous étions très pacifiques. Hein. Et quand nous entendons des vombrissements, nous entendons des bruits de moto. Et brusquement, nous voyons surgir de l'avenue de l'Opéra, de la rue de la Paix, tout ça, des motards de la police, avec un motard de la police à l'avant et juste derrière, un autre policier avec une matraque. Et les motards foncent sur l'esplanade devant l'Opéra, place de l'Opéra, et commencent à tabasser, à nous tabasser, à tabasser les femmes avec des enfants, etc. Ça commence, ça circule de partout, cette terreur. Et donc, dans la terreur, dans les hurlements, nous partons en courant, autant que nous pouvons, dans les poussettes, les enfants, les ballons. Enfin, c'est une terreur épouvantable. Et donc, la manifestation est très rapidement dispersée. Alors, je suis, pour ma part, effondrée. Je me dis, c'est un fiasco total, nous avons tout raté. J'en suis malade et j'appelle Simone de Beauvoir, je lui raconte, elle n'était pas là par chance parce qu'elle avait peur de la foule et qu'elle ne marchait pas très bien à l'époque. Donc, on ne voulait pas qu'elle se fasse renverser et on a eu bien raison. Gisèle Halimi n'était pas là non plus. Et donc, je me dis, c'est un fiasco. C'est affreux, nous avons tout raté pour le procès de Bobigny. Eh bien, non. Non. C'est l'inverse qui s'est produit. Pourquoi ? Parce que le lendemain,
le journal Le Monde a publié un article en encadré de la dernière page du Monde. Et à l'époque, les gens lisaient en premier la première page du Monde et la dernière page. C'était aussi important que la première page. Et en encadré, il y avait un article magnifique d'un journaliste qui avait été présent à la manifestation et qui dénonçait les maltraitances policières que nous avions subies, les violences policières sur des femmes sans défense avec des enfants qui réclamaient simplement un peu de justice pour des femmes de milieux défavorisés qui avaient pratiqué un avortement. Et l'article du Monde a tout changé. À partir de ce moment-là, tous les journalistes ont commencé à s'y intéresser, en particulier les journalistes des radios privées qui ne dépendaient pas, si vous voulez, des autorités françaises. Et nous nous sommes retrouvés brusquement en 48 heures avec toute la presse, tous les médias qui s'y intéressaient, plus les médias internationaux. C'est ainsi que quand nous sommes arrivés à Bobigny en novembre 72, dans le froid, avec Simone de Beauvoir à la voiture, de mauvaise humeur parce qu'ils allaient être en retard, nous sommes arrivés regonflés à bloc, car nous étions encerclés par les journalistes du monde entier. Voilà à quoi cela a tenu. Et ensuite, juste pour vous dire, in fine, nous n'avions pas le droit d'entrer au début. Et puis, je me suis retrouvée, vous savez, j'avais 22 ans, j'avais l'air d'en avoir 18. Et je me suis retrouvée face à un petit policier, un jeune policier qui n'est pas beaucoup plus vieux que moi. Et il m'a dit, et là je me suis dit que quelque chose bougeait en France, il m'a dit, allez, passez, vous savez, ça n'est pas parce que nous sommes face à vous que nous sommes contre vous. Nous aussi, nous avons des femmes dans nos vies. Et là je me suis dit, ah, ça bouge. Nous sommes entrés, la salle était aux trois quarts pleine de policiers en civil, avec des imperméables gris, dignes de Colombo, mais ça fait rien. Nous, on était remontés à bloc et nous intervenions, nous soutenions toutes les intervenantes. Et à la fin, Simone de Beauvoir a été la dernière à témoigner. Et ces juges, hommes, qui avaient été si méprisants avec tous les témoins, ils ont baissé les yeux comme des petits garçons quand Simone de Beauvoir leur a fait la leçon assis sur une chaise en leur expliquant ce que c'était que la condition des femmes. Nous avons compris à ce moment-là que nous avions gagné et Gisèle Halimi a fait une plaidoirie que je vous recommande toutes et tous pour la lire parce que c'est un petit chef-d'œuvre extraordinaire, d'élégance et en même temps, elle dit les choses. Et c'est véritablement par cela que nous avons pu commencer à changer le monde parce que nous avons encore fait d'autres actions pour qu'enfin les candidats à la présidence de la République 2 ans plus tard consentent à ce que l'on vraiment change les lois des femmes, et c'est la loi sur l'avortement. Et Valéry Giscard d'Estaing l'avait pas, et c'est ainsi qu'il avait d'abord désigné ministre de la Justice pour défendre la loi, mais ce ministre de la Justice, pour raison religieuse, a refusé, et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Simone Veil, qui a si bien défendu la loi, et j'étais, pour ma part, dehors, dans le froid, la nuit, pour soutenir dehors, devant l'Assemblée nationale, à mon modeste niveau, sur les quais de la Seine, pour la soutenir quand elle a défendu la loi. C'est pour vous dire, changer le monde tout de suite, oui, c'est possible. Et vous en avez la force, même si vous ne vous en doutez pas. Merci beaucoup, Claudine, vraiment pour cette tranche d'histoire passionnante. On pourra vous écouter des heures et des heures. J'avais envie de vous poser une question, c'est de savoir ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, des féministes actuelles. Alors, elles me ravissent, elles me font plaisir. D'abord, parce qu'elles me dépassent. Les jeunes féministes d'aujourd'hui, elles se posent des questions, elles font des revendications qu'on n'aurait jamais même imaginé. Je vais vous donner un exemple. Les serviettes périodiques. Demander la gratuité des serviettes périodiques dans les lycées, etc. Mais on nous aurait traités de folles. Je veux dire, on nous aurait traités de folles, d'hystériques, d'indécentes, etc. Non, pour elles, c'est naturel. C'est normal, on pose ces questions. Elles sont
ce qui me fait plaisir d'abord parce qu'il y a énormément de groupes de jeunes féministes, et ce qu'elles ont, c'est qu'elles ne veulent rien laisser passer. Je vais juste vous donner l'exemple en tant que diplomate. Quand je suis entrée au Quai d'Orsay en 1979, eh bien, il n'y avait pas une femme ambassadeur, ambassadrice, il n'y avait pas une femme attachée culturelle dans une ambassade, alors que nombre de femmes étaient agrégées de l'université, certaines avec des doctorats d'État, mais on ne prenait que les CV des hommes et c'était entre eux, entre copains, que les nominations se faisaient dans les ambassades. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes femmes diplomates, elles ont créé un groupe de pression qui s'appelle Femmes et Diplomatie, femmes au pluriel et diplomatie, je dirais groupe de pression, c'est-à-dire un lobby, et je peux vous dire qu'au Quai d'Orsay, elles ne laissent rien passer. Et le résultat, c'est qu'il y a déjà près de 40% de femmes qui sont ambassadeurs, ambassadrices, qu'il y a de nombreuses femmes qui sont numéro 2 des ambassades, qui sont conseillères culturelles. Et l'année dernière, on n'en parle pas. Et pourtant, pour nous, ma génération, ça a été un moment historique. Le président de la République a décidé d'élever à la dignité d'ambassadeur de France 2 femmes. Il faut vous dire que la dignité d'ambassadeur de France, c'est la même dignité, c'est au même niveau que la dignité de maréchal de France. C'est ce que l'on donne à un général qui a vraiment remporté des victoires pour la France. C'est ce qu'ont eu certains généraux après la guerre de 14. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'était la première fois dans l'histoire de France que 2 femmes ont été élevées à la dignité d'ambassadeur de France. Personne n'en a parlé. Eh bien, moi, je vous en parle. C'est pour vous dire que ça n'est pas le monde que j'ai connu quand je suis entrée en 1979 au Quai d'Orsay. Donc, changer le monde, c'est pour les jeunes femmes ne rien laisser passer. Le faire avec sourire, mais exigence, et montrer que vous êtes un groupe. Parce que si nous avons pu changer le monde avec Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, c'était bien sûr parce que nous avions ces 2 personnalités avec nous qui étaient des battantes et en lesquelles nous avions toute confiance, mais c'était aussi parce que nous étions un groupe de jeunes femmes. Et en fait, Simone de Beauvoir, elle adorait quand je lui disais des choses. Elle aimait que j'aille plus loin qu'elle. Parce que nous avions 2 générations de différence et que donc nous ne regardions pas le monde de la même manière. Alors, bonne chance à vous toutes et à vous tous.